Bonjour. Cette vidéo sert uniquement à faire une introduction sur ce qui reste à voir dans le cours de contrôle de qualité. Pour le faire, je vais me servir de cet organigramme-là. Ça ne sera peut-être pas clair sur YouTube, l'organigramme comme tel, mais je vais la mettre disponible sur Léa. Donc, vous allez pouvoir le consulter en même temps que vous écoutez le YouTube ou par la suite à votre choix. Dans le cours de contrôle de qualité, on a vu qu'on peut faire le suivi de la production ou contrôler la qualité pendant la production. Ce qu'on a vu, c'est en vert ici. C'est pas ça qu'il nous reste à voir, mais vous l'avez déjà vu. Donc, pendant la production, c'est important de vérifier ou de contrôler la qualité pour ajuster le procédé, pour contrôler la production, pour être certain que ça suit la courbe normale, que la production n'est pas en train de dériver vers une limite ou sortir des limites de tolérance. Puis pour ça, on avait des outils qui étaient l'échantillonnage, des cartes de contrôle, comme la carte des X-bars, des R-bars, et la loi normale et toutes les statistiques qui venaient avec ça. Maintenant, ce qui reste à voir, c'est le contrôle de qualité après la production. Pourquoi qu'on voudrait contrôler la qualité après la production? C'est si, par exemple, avant de livrer un lot de marchandises à un client, peut-être que vous voulez vous assurer que votre qualité de production respecte les termes de l'entente. Par exemple, peut-être qu'il y a une entente qui dit que 2% de la production peut être défectueuse, puis ça va être convenu comme ça dans l'entente et c'est correct. Donc, peut-être qu'une inspection finale avant de l'expédition peut être nécessaire. Au même titre, si vous êtes la personne qui recevait des pièces d'un fournisseur, bien, vous pouvez aussi vérifier si son lot respecte les termes du contrat. On peut voir ici deux classes d'inspection, si on veut. Il y a l'inspection par échantillonnage, qu'on prend un échantillon sur le lot total, puis on les inspecte, et l'autre, ce serait l'inspection à 100%, qu'on inspecterait chacune des pièces du lot. L'inspection à 100% a plusieurs désavantages, dont les suivantes. C'est très coûteux. Inspecter chacune des pièces, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, donc c'est coûteux. Ça prend aussi beaucoup de temps dans le sens que ça peut retarder la livraison. Ce n'est pas juste nécessairement en termes de coût d'opération, mais ça peut aussi ralentir la livraison. Donc, ça peut aussi ralentir la réception d'items. Si, par exemple, vous recevez un lot dans votre entreprise puis vous voulez vous en servir parce que vous êtes le client, bien, si ça prend 3 jours à inspecter le lot qui arrive, bien, c'est peut-être pas souhaitable. Il y a aussi, c'est que la méthode par échantillonnage est souvent plus efficace et plus fiable que la méthode d'inspection à 100%. Quand vous inspectez à 100%, si c'est fait par un humain, bien, ça se peut que la personne tombe dans l'une, puis si, mettons, elle a à inspecter 5000 pièces qui arrivent d'un fournisseur, bien, inspecter 5000 pièces, 5000 pièces, ça peut être long. Elle peut tomber dans l'une, ça se peut que la rigueur finisse par tomber. C'est normal, c'est humain d'être comme ça. Fait que dans ce cas-là, c'est plus fiable d'inspecter, exemple, 50 pièces de façon très, très sévère et très concentrée que d'en inspecter 5000 pendant une couple de jours puis qu'on tombe dans l'une. C'est sûr que si l'inspection se fait de façon automatique par des machines à contrôle numérique, des lasers, tout ça, c'est une autre chose. Mais si c'est l'humain qui est derrière, qui doit mesurer, c'est certain que l'inspection par échantillonnage est plus fiable. L'autre raison qu'on pourrait faire l'inspection pas à 100%, c'est si le test, par exemple, est destructif. Si on fait des tests sur des casques, puis on fait tomber une masse pour voir si le casque résiste à une charge, bien, si on fait ça à 100%, on ne vendra pas de casque, toutes les casques vont être maganés. Vous comprenez le principe. Fait qu'il y a deux défis pour l'inspection. Pour l'inspection par échantillonnage. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qui reste à voir dans le cours. Le premier défi, c'est de s'assurer que l'échantillonnage, l'information prise dans l'échantillonnage va être représentative de la qualité globale du lot. Fait que pour être capable de faire ça, évidemment, ça va prendre encore des statistiques. On va se servir de la loi binomiale et la loi de Poisson. Il va y avoir une vidéo qui va parler expressément juste de ces notions-là. Un coup qu'on a compris la statistique entourant la méthode d'échantillonnage, il va rester à mettre en place un plan d'échantillonnage. Ça, c'est le défi numéro 2. Donc, par exemple, le plan d'échantillonnage pourrait être que pour un niveau de qualité donné, on va le voir plus tard, c'est de dire, OK, pour la qualité qu'on s'est entendu qu'on doit respecter, il faut prendre, par exemple, 50 pièces dans le lot, les inspecter une à une les 50 pièces, exemple sur un lot de 5000, puis
il faut qu'il y ait 3 pièces maximum de pas bonnes. Donc, si on accepte, si 3 pièces sont pas bonnes, on accepte le lot. La quatrième pièce de pas bonne, on dit on jette le lot parce qu'on dépasse le niveau de qualité entendu. Fait que pour ça, il y a des façons de faire. Il faut comprendre la courbe d'efficacité avec les notions de NQA, qui est le niveau de qualité acceptable, le niveau aussi de qualité de défaut qu'on peut accepter quand même. Il va y avoir les tables de Cameron, puis la norme militaire qui vont ils vont vous outiller pour mettre en place un plan d'échantillonnage. Puis ça aussi, il va y avoir une vidéo expressément faite pour ça. Fait que j'espère que c'est clair. Il ne faut pas paniquer, ça va bien aller, on va mettre ça simple, ça va être facile. J'ai confiance en vous autres. On lâche pas.